propose de commencer. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Euh, Notre cabinet est un cabinet qui est exclusivement dédié à l'accompagnement des professions libérales. Donc, dans nos clients, on a des avocats, mais aussi des huissiers, des notaires et puis des professionnels de santé. On a fondé ce cabinet parce qu'on s'est rendu compte avec le confinement qu'il y avait un réel problème euh, pour des professionnels libéraux d'avoir accès à un certain nombre d'outils qui nous semblent pour autant aujourd'hui essentiels. Et donc, on va dire que la baseline de notre cabinet, c'est de se dire que tous les professionnels libéraux doivent être des entrepreneurs exactement comme les autres. Et notre job à nous, c'est de vous donner les clés pour réussir votre mue vers un entrepreneuriat réussi. Vous connaissez maintenant le principe. Si vous ne parlez pas, ça serait chouette de se mettre plutôt en mute parce que sinon, on a des bruits de fond qui sont désagréables. Vous avez une discussion, vous avez le petit truc de discussion là. Moi, je prends toutes les questions à la fin puisque ce que je vous ai indiqué, c'est que c'était plutôt une session enregistrée. Alors, une des problématiques auxquelles on fait face quasiment quotidiennement, c'est des professionnels libéraux qui viennent nous voir en nous demandant quelle est la société la mieux pour eux. La mieux pour eux, celle qui correspond le plus à leur projet, dans laquelle ils se sentiraient le plus à l'aise. Et donc, on a essayé de mettre au point une méthodologie qu'on va essayer de vous expliquer pour expliquer c'est le raisonnement le plus simplement possible. Parce que ce qu'on déteste au cabinet, c'est quand on vous explique quelque chose et puis qu'à la fin, vous n'avez pas compris. Je ne considère pas du tout ça comme une... Enfin, je considère que si vous êtes un professionnel du conseil, ce qu'on est tous, et qu'en fait, le client n'a pas compris le conseil que vous lui avez donné, c'est qu'a priori, vous avez mal fait votre boulot, ce n'est pas lui qui abruti. Donc, notre objectif, c'était de simplifier au maximum ce qui pouvait être les raisonnements que vous deviez avoir lorsque vous réfléchissiez à vous mettre en société. Alors, il y a 2 ou 3 mois, on a déjà fait un webinaire sur comment se mettre en société. On va en refaire un là parce que pour ceux qui ont suivi la loi de finances, il y a un nouvel ovni qui est apparu et il nous semble important d'en parler aujourd'hui parce que c'est notamment à destination des professionnels libéraux. Mais là, du coup, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Les webinaires qu'on organise chaque mois, c'est des webinaires sur des thèmes particuliers. Ils sont mensuels, plus ou moins toujours à la même heure. Et en gros, c'est 45 minutes, 1 heure. On vous présente le thème et puis après, l'idée, c'est de se dire que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc, comment bien choisir sa société? On a essayé de résumer ça avec 7 questions. Alors, il y en a un qui n'a pas coupé son micro, je suis désolée. Peut-être vous pourriez faire le nécessaire. On s'est posé 7 questions et puis on en a rajouté une petite 8e après pour que vous compreniez les 7 questions et les enjeux des 7 questions. Je vais les reprendre. La première question qu'on doit se poser, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce cabinet-là? Est-ce que c'est un projet qui est collectif? Est-ce que c'est un projet qui est individuel? Parce que vous pourriez très bien décider de vous mettre en société parce que vous avez considéré qu'à un moment donné, votre imposition devait être un peu écrasée et que dans ces conditions-là, je suis désolée, il y en a un qui n'a pas coupé son micro. Est-ce que vous pourriez faire le nécessaire? Donc, il y en a, on peut tout à fait décider de se mettre en société comme ça. Vous voyez, je passe d'un exercice individuel BNC à un exercice individuel en société. Je n'ai pas du tout l'intention de m'associer à qui que ce soit. Est-ce que mon projet, il va nécessiter d'avoir besoin de fonds propres? Est-ce que globalement, je dois mettre la main à la poche de façon substantielle, parce que j'ai un projet, par exemple, digital, où
et que je n'ai pas du tout envie d'avoir recours j'ai pas envie d'avoir recours aux banquiers. Et donc, dans mon projet de cabinet d'études, j'ai besoin de mettre la main à la poche et d'avoir des fonds propres importants. Est-ce que les associés dans mon projet sont d'accord pour qu'il y ait autant de gérants que d'associés? Je vous le dis simple, dans les CELARL et les CELAS, dans les CELARL et les SARL, vous pouvez avoir autant d'associés que vous voulez. Si vous choisissez en revanche une CELAS ou une SAS, eh ben, là, vous n'aurez qu'un président. Vous pouvez avoir autant de DG que vous voulez, mais vous n'aurez qu'un seul président. Donc, ça compte. La gouvernance, d'autant plus dans nos cabinets ou études, la gouvernance, ça compte chez les professionnels libéraux. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour que, par exemple, tout le monde ait les mêmes pouvoirs? Est-ce que je peux avoir autant de gérants que je veux? Est-ce que c'est important dans mon projet qu'il n'y ait qu'un seul leader? Ensuite, vous devez vous poser la question de comment les associés vont rentrer dans mon capital et sortir de mon capital, parce que c'est quand même le jeu de bento chez nous, tous, c'est de rentrer et de sortir. Comment est-ce que je fais pour que cette rentrée et cette sortie soit la plus fluide possible, si c'est mon souhait, ou au contraire, que je considère que les gens doivent payer pour rentrer, ce qui voudra dire que moi, je dois les payer à la sortie. Est-ce que les associés souhaitent… Comment les associés envisagent leurs responsabilités? Comment les associés envisagent l'affectio societatis? Est-ce qu'ils considèrent que partager vraiment les bénéfices, les pertes et la responsabilité, c'est important pour eux ou pas? Et avant-dernière question, est-ce que les associés sont d'accord, sont à l'aise, c'est pas tellement d'accord, mais plutôt sont à l'aise avec le fait que leur rémunération soit ou pas clarifiée sur le plan fiscal? Vous allez comprendre, c'est pour l'instant un peu nébuleux, mais vous allez comprendre. Et ensuite, est-ce qu'il est prévu ou envisagé de développer une activité commerciale accessoire? Donc ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Et donc, on va essayer de les dérouler les unes après les autres. Est-ce que le projet, il est collectif ou est-ce qu'il est individuel? Je reprends. En gros, si vous avez besoin d'avoir un pacte social, c'est-à-dire, vous savez, un pacte d'associés, dans lequel vous avez des droits financiers et des droits politiques qui ne sont pas les mêmes, si vous avez décidé d'avoir des actions de préférence, si vous avez décidé d'individualiser un certain nombre de choses, vous ne pouvez faire que une CELAS, une SAS ou une ARPI. Il n'y a pas d'autre choix. En SARL, vous n'allez pas pouvoir avoir la finesse que vous souhaitez mettre dans votre pacte. En revanche, si ce n'est pas un projet dans lequel vous allez avoir beaucoup d'associés, si ça ne nécessite pas un pacte précis, si vous êtes seul, vous avez la possibilité d'utiliser soit la CELARL, soit la SARL. Et attention, l'ARPI aussi, sous réserve que vous soyez deux, parce que l'ARPI unipersonnelle, ça n'existe pas. OK? Donc, vous allez répondre en fonction… après, vous allez voir, on a fait un petit tableau récapitulatif. Mais en gros, notre idée, vous voyez, c'était de prendre les points précis, les vrais. C'est de changer un peu… Parce que quand les gens vous proposent… Quand vous posez la question « quelle est la société la meilleure pour moi ?», les gens ont tendance à vous répondre, à passer par le biais de qu'est-ce que c'est qu'une CELARL, qu'est-ce que c'est qu'une CELAS, qu'est-ce que c'est qu'une SARL, qu'est-ce que c'est qu'une SAS et qu'est-ce que c'est qu'une ARPI. Et nous, on s'est rendu compte auprès de nos clients qu'en fait, ce n'était pas ça leur question. Leur question, c'était en gros, moi, j'ai des critères qui sont applicables pour mon projet et je voudrais savoir quelle est, selon les critères que j'ai, la société la plus adaptée. C'est pour ça qu'on a choisi ces 7 critères-là. Vous pouvez en rajouter. Sur 40 minutes, a priori, c'était ceux qui nous semblaient le plus important, mais on peut tout à fait en rajouter. Donc, là, la première question qu'on va avoir, c'est est-ce que le projet il est individuel ou collectif avec la granularité qu'on vient de vous donner.
Ensuite, est-ce que le projet il nécessite des fonds propres importants? Je vous rappelle la règle là aujourd'hui. Ce que vous devez retenir, c'est que dans les professions libérales, dans les sociétés d'exploitation d'une profession libérale, on ne peut avoir, enfin, on a des capitaux, on a des comptes courants d'associés, pardon, qui sont limités. Le compte courant, vous savez qu'aujourd'hui, dans les sociétés de profession libérale ou les sociétés de droit commun qui exercent une profession libérale, vous allez avoir des comptes courants enfin, le capital social peut être détenu soit par des exerçants, soit par des non-exerçants, c'est-à-dire des gens qui vont soit exercer leur profession à l'intérieur de la société, soit être au capital, mais ne pas exercer leur profession à l'intérieur de la société. Si on est avec ces deux groupes de personnes-là, on va avoir des comptes courants, une possibilité de mettre en compte courant des sommes qui sont différentes. Pour l'associé qui exerce au sein de la société, il pourra mettre un compte courant qui est égal à 3 fois sa participation au capital. Pour l'associé qui exerce la profession, mais pas à l'intérieur de la société, son compte courant ne va pas pouvoir dépasser 1 fois sa participation au capital. Je prends une CELAR, c'est une société, ce que vous voulez, une société qui est détenue à 50-50 par maître X et maître Y. Maître X, donc il a 50, donc le capital social de cette société, c'est 100, ils sont à 50-50, donc ils ont tous les deux mis 50 €. Okay, je simplifie au maximum. Aujourd'hui, celui, maître X, c'est celui qui exerce. Il va pouvoir faire monter son compte courant, il va pouvoir lui prêter à la société 150 €, 3 fois son compte courant. Maître Y, qui au contraire n'exerce pas à l'intérieur de la société, lui, il va pouvoir mettre seulement 50 €. J'espère que c'est clair. Et si ce n'est pas clair, je vous dis, je vous ai dit, les questions, on les prend plutôt à la fin. On va les prendre plutôt à la fin parce qu'on enregistre cette réunion. OK? Donc, à chaque fois que je cherche un outil, je tape le nom de l'outil. Attendez, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. On entend très bien. Allô? C'est pour que les développeurs puissent comprendre comment fonctionne l'outil. Bon, on en a un qui n'a pas coupé son micro, c'est pas grave. On va continuer. Donc, je continue. 3e critère, les associés sont-ils d'accord pour qu'il y ait autant de gérants que d'associés? Alors, ce qu'on va vous expliquer un peu plus loin, c'est qu'en fait, on a une problématique aujourd'hui de fiscalité au niveau de la rémunération. Donc, pour tous les gens qui vont être associés d'une société d'exercice libéral et qui vont exercer leur profession au sein de la société, comme ils ne le font pas pour la beauté du geste, ils vont être rémunérés. Et la problématique, c'est qu'il y a une dichotomie entre la position de l'administration fiscale et la position de la doctrine administrative sur la catégorie dans laquelle il faut imposer cette rémunération des associés. Le seul régime qui est connu, éprouvé de tout temps, c'est le régime de l'associé gérant majoritaire de CELARL ou de SARL. Lui, il est imposé sous le régime de l'article 62 du Code général des impôts. Il va avoir comme régime social le régime des travailleurs non salariés et il va pouvoir déduire ses madelins. Donc, dans ces hypothèses-là, vous n'avez aucune difficulté, c'est-à-dire si vous choisissez une CELARL ou une SARL, vous savez très bien comment est-ce que votre rémunération va être imposée. Je vous fais une petite précision, c'est que quand vous faites une CELARL ou une SARL, parfois je vois dans les statuts des beaux statuts de CELARL et de SARL dans lesquels il y a un paragraphe où on détermine une majorité pour la rémunération des associés. Et cette majorité qui est déterminée dans les statuts pour la rémunération des associés, ce n'est pas la même que la majorité qui est utilisée par l'Assemblée générale pour le vote de la rémunération des gérants. Mais il faut que vous fassiez attention à cette dichotomie parce qu'en fait, c'est un piège. A priori, si vous êtes
majoritaire, vous allez utiliser l'article 62. Et donc, la seule majorité qui s'appliquera pour vous, c'est la majorité, et c'est un peu contre-intuitif, c'est la majorité qui est utilisée pour la modification ou l'attribution de la rémunération du gérant. Donc, c'est hyper important que vous soyez vigilant sur ces majorités-là et qu'elles correspondent à l'idée que vous vous en étiez faite. L'autre régime dans lequel on n'a pas de difficulté pour savoir comment est-ce qu'un gérant, comment est-ce qu'un associé exerçant va être imposé, c'est dans l'ARPI. L'ARPI, à partir du moment où vous la mettez à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'elle est transparente, et bien le régime, ça va suivre le régime de ses associés. Donc, si les associés sont des personnes physiques, ça sera BNC. Si c'est des personnes morales, ça sera selon ce que vous avez décidé comme typologie de société. Alors ensuite, la question qui se pose, c'est comment on rentre et on sort du capital. Et ça, il faudra que vous puissiez revisionner notre webinaire sur comment passer en société, mais en gros, vous avez 3 façons de passer en société. Vous avez du plus facile au plus simple. Le plus facile, c'est le commoda. Je prête à ma société, ma clientèle. Je crée une société. Je crée un contrat de commoda entre moi et ma société. Et en gros, je prête ma clientèle pendant la durée du commoda à ma société qui va l'exploiter. Deuxième possibilité, je fais un apport. Je valorise ma clientèle et je crée une société avec des apports en nature, ce qui voudra dire que mon capital social correspondra à minima à la valorisation de mon apport en nature. Troisième possibilité, je cède mon fonds libéral. C'est-à-dire que je vais encore une fois valoriser mon activité BNC, créer ma société va emprunter pour me racheter à moi mon fonds libéral. Et dans ces hypothèses-là, vous voyez que je vais, dans certains cas, avoir une valorisation de mon fonds libéral et dans d'autres, je ne vais pas en avoir. Ce qui veut dire que lorsque je vais faire rentrer un associé à l'intérieur de ma société, il faudra que j'ai en tête qu'à un moment donné, j'ai valorisé la dite société. Et que donc, dans certains cas, il ne sera plus possible ou difficilement de considérer que ma société, elle vaut 0. Et donc, ça peut éventuellement, dans certains cas, entraver l'entrée et la sortie du capital. Il y a 2 tempéraments. En société d'exercice libéral, vous pouvez sortir de la valorisation de la société la valeur de la clientèle civile. C'est-à-dire que vous allez avoir cette société qui vaut ses immobilisations, son cash, mais normalement, vous auriez dû, notamment si vous avez fait un apport ou une cession, vous devriez rajouter la valorisation de la clientèle civile. Or, lorsque vous êtes en société d'exercice libéral, vous allez pouvoir sortir ce dernier élément. Et classiquement, c'est ce dernier élément qui est le plus important. Donc, vous allez pouvoir minorer d'une certaine façon la valorisation de cette clientèle. Mais ça ne peut être fait qu'en celle. J'attire votre attention également sur un arrêt de la Cour de cassation qui est sorti finalement assez récemment, puisque c'était le 22 septembre 2021, dans un arrêt du cabinet De Gaulle-Fleurance. C'était des associés du cabinet De Gaulle-Fleurance qui avaient signé un pacte dans lequel il était indiqué que s'ils sortaient pour aller se réinstaller ailleurs, leurs actions ne vaudraient que la valeur nominale. C'est-à-dire que vraiment, c'était complètement dévalué. Et les associés considéraient que ça n'était pas la vraie valorisation, puisque vous imaginez les réserves qu'il y avait chez De Gaulle-Fleurance, donc elles demandaient des millions d'euros, enfin 1 million d'euros. Et en gros, leur deuxième argument, c'était de dire cette clause est léonine. La Cour de cassation a répondu, cette clause est parfaitement valable et sachant qu'en plus ces gens faisaient du droit des sociétés, il était encore moins compréhensible que le pacte qu'elles avaient signé et dont elles connaissaient parfaitement les termes et avaient la parfaite compréhension de ces termes soit remis en cause. Nous, on vous a mis un petit attention à un risque de contrôle parce qu'on considère que ce n'est pas parce que la Cour de cassation a dit que ça valait 0 la tête à Toto
qu'on peut être certain qu'il n'y aurait pas de risque de redressement fiscal. Mais c'est un autre sujet. Ensuite, est-ce que les associés souhaitent partager vraiment les bénéfices et les pertes? Je vous explique. En gros, on a résumé avec ce titre-là, on a essayé de couvrir un certain nombre de problématiques. Classiquement, vous pouvez l'expliquer comme vous voulez, il y a un plus fort intuitu personnel dans les sociétés d'exercice qu'en harpie. Ce que vous devez également savoir, c'est que la responsabilité aux dettes sociales est indéfinie et solidaire pour les associés d'harpie. En revanche, elle est limitée aux apports pour les sociétés d'exercice libéral et pour les sociétés de droit commun. SDC, c'est sociétés de droit commun. Donc, si c'est important pour vous, parce que vous souhaitez vous sentir, vous souhaitez vous sentir à l'aise avec ça, parce que c'est quelque chose qui vous stresse, vous savez qu'à priori, l'harpie, ce n'est pas pour vous. Et autre précision, lorsqu'on vous parle de responsabilité aux dettes sociales, on ne vous parle pas de la responsabilité civile professionnelle. La responsabilité aux dettes sociales, c'est je dépose le bilan parce que je n'ai pas payé mon URSSAF ou mes fournisseurs. La responsabilité civile professionnelle, c'est j'ai fait péter un délai. Et donc, j'ai mon client qui m'assigne en responsabilité. Okay ? La société est solidaire. Il y a une disposition particulière de la loi de 90 qui dit que la société, en cas de mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d'un des professionnels, dans une société d'exercice libéral, la société est solidaire avec. Cet principe de solidarité de la société n'existe pas en harpie et n'existe pas en société de droit commun. Notre conviction, c'est que en société de droit commun, on va pouvoir, via les clauses du contrat d'assurance, le rajouter, mais ça ne sera pas possible en harpie. Alors ensuite, je vous parlais, vous savez, de ce fameux régime fiscal. Le fameux régime fiscal, je vous disais, il y a une position de la doctrine et une position de l'administration, une position de la doctrine, pardon, et une position de la jurisprudence qui ne sont pas les mêmes. Je vous ai dit tout à l'heure, pour l'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérants majoritaires de CELARL ou de SARL, c'est l'article 62, on sait ce que c'est, pas de problème, il y a une déductibilité des maintenant. Par contre, pour les associés minoritaires de CELARL ou de SARL, ou qui ne seraient pas gérants, ou pour tous les autres associés de SA, de SAS, de CELAS, de CELAFA, de ce que vous voulez, il y a une réponse ministérielle qui a été donnée ou la doctrine administrative qui dit que c'est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Alors, je précise, attention, que quand on vous parle de régime fiscal, ce n'est pas le régime social, hein, les amis. Tout le monde est en TNS. Hein. Le truc qui est un peu dingo, c'est qu'on vous dit vous êtes travailleur non salarié, mais en fait, vous êtes projeté dans la catégorie des traitements et salaires. C'est ça qui est un peu fou. Et pour rajouter à la complexité, parce que sinon c'était vraiment trop simple, pour rajouter à la complexité, le Conseil d'État, dernièrement, a indiqué que pour ceux dont je vous ai parlé, pour vous dire qu'ils étaient en traitement et salaire, en fait, ceux-là, ils ne sont pas en traitement et salaire, ceux-là, ils sont en BNC. Donc, en gros, vous avez l'administration fiscale qui dit que c'est des traitements et salaires et la jurisprudence qui dit que c'est des BNC. Qu'est-ce que ça change? Parce qu'en fait, c'est ça ce que vous avez posé comme question. Qu'est-ce que ça change? Vous savez, vous avez été collaborateur ou vous exercez en individuel, vous savez ce que c'est que des BNC. Des BNC, ça implique quoi? Les BNC, ça implique que vous allez faire une facture à la société, donc que potentiellement, vous avez des crédits de TVA qui vont se balader. Ça implique que vous fassiez partie, en tous les cas, jusqu'à ce que ce soit encore obligatoire, jusqu'à ce que ça soit plus obligatoire, que vous fassiez partie du NAGA. Ça implique que vous fassiez une 2035, mais, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir déduire tous les frais que vous voulez à partir du moment où, évidemment, ils sont considérés comme étant la conséquence ou l'activité de votre exercice professionnel. Mais sinon, vous allez pouvoir déduire ce que vous voulez. Vous allez y compris pouvoir déduire vos madelins. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes en traitement et salaire,
et que vous ne faites pas partie des articles 62 du CGI, vous n'allez pas pouvoir déduire de Madelin, parce que c'est pour ça qu'il y a eu un retoquage. C'était dans cette circonstance-là que le Conseil d'État est intervenu, donc vous ne pouvez pas déduire vos Madelin, et vous n'allez pas pouvoir faire de frais sur votre exercice perso. Donc, c'est vraiment une question de stratégie, de savoir est-ce que vous êtes à l'aise avec cette dichotomie-là ou pas? Est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise pour faire un choix d'un régime plutôt qu'un autre? Mais c'est hyper important de l'avoir en tête. Ensuite, 7e critère, et c'était le dernier, est-ce que vous avez envisagé de développer une activité commerciale accessoire? Alors, pour le principe, on vous a remis le décret pour vous rappeler, donc c'est le décret de l'article, c'est l'article 111 du décret de 91, qui dit que par principe, la société, le cabinet d'avocat ou l'avocat ne peut pas avoir une activité commerciale. Ça, c'est le principe, et c'est le principe avec lequel, a priori, vous avez été tous élevés comme moi. Mais depuis la loi Macron, il a été indiqué que les incompatibilités ne faisaient pas obstacle à la commercialisation à titre accessoire de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat, si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. On vous a rappelé, donc là aussi, on a fait des webinaires pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Donc là, vous pouvez retrouver tous nos webinaires sur notre chaîne YouTube. Mais globalement, on vous a rappelé ce que le CNB a dit, et à date, c'est la seule doctrine qu'on a pour vous aider. Et donc, à date, le CNB a dit que vous deviez envisager ces critères, donc de connexité, de complémentarité et de client, vous devez les envisager comme, en gros, est-ce que j'exerce mes activités dérogatoires de manière accessoire? Oui ou non? C'est est-ce que j'exerce effectivement mon activité d'avocat? Est-ce que mon activité commerciale accessoire et connexe, oui ou non, elle doit être envisagée aussi bien sur le plan juridique que sur le plan économique? Et le terme de client, ça veut dire tous les clients de l'avocat, y compris les prospects. Maintenant, lorsqu'on est dans notre idée de quelle société choisir, la question que vous devez vous poser à partir du moment où vous avez décidé d'envisager de développer une activité commerciale accessoire, c'est est-ce que je veux la développer sous la forme d'une branche d'activité de mon propre cabinet, c'est-à-dire que je vais le développer à l'intérieur de mon cabinet d'avocat, ou est-ce que je veux en faire une filiale de mon cabinet ou tout simplement une société externe? Et en fonction de la réponse que vous allez avoir, vous allez pouvoir déterminer si c'est quelque chose d'important ou pas. On vous a fait un tableau. Le tableau, il dit quoi? Il dit, est-ce que c'est une branche d'activité ou est-ce que c'est une filiale? Et on vous a mis dans quel cas vous pouviez l'utiliser et dans quel cas vous ne pouviez pas l'utiliser. Donc, vous voyez que vous pouvez faire une branche d'activité d'un cabinet, une branche d'activité de votre cabinet en CELARL, SARL, CELAS, SAS. Vous pouvez faire une filiale du cabinet si vous êtes en CELARL, en SARL, en CELAS et en SAS. Par contre, en gros, pour la faire simple et courte, vous ne pouvez rien faire si vous avez une ARPI. Si vous avez une ARPI, ça ne pourra pas être une filiale de l'ARPI, puisque l'ARPI ne peut pas avoir de filiale. Ça ne pourra pas être une branche d'activité, puisque l'ARPI n'a pas de personnalité morale. Donc, en fait, il n'y a pas de branche d'activité de quelque chose qui n'existe pas. Donc, si vous êtes dans l'optique de faire une activité commerciale accessoire et que vous voulez que ce soit une branche d'activité du cabinet, soit une filiale du cabinet, vous devrez vous cantonner aux sociétés d'exercice libéral ou aux ARPI. Alors maintenant, on fait quoi? Alors, on vous a proposé les critères et on vous a mis des checks. Okay, on vous a dit, est-ce que votre projet, il est collectif? S'il est collectif, vous pouvez utiliser toutes les formes de société. S'il est individuel, la seule que vous ne pouvez pas utiliser, c'est l'ARPI.
Ensuite, est-ce que votre projet, il nécessite un pacte d'associés rigoureux? Si c'est le cas, enfin, rigoureux, précis, vraiment un peu chiadé, si c'est le cas, vous ne pourrez pas utiliser la CELARL et la SARL. Est-ce que votre projet, il a besoin de vos fonds propres? C'est-à-dire, est-ce que vous allez être bloqué, en gros, si vous avez vos comptes courants qui sont capés? Eh bien, si c'est le cas, si vous avez besoin de beaucoup de fonds propres, vous allez devoir vous cantonner aux sociétés commerciales de droit commun, donc CELARL, SARL, et vous pourrez le faire en harpie de fait, puisque en fait, vous allez avoir une comptabilité qui suit votre région. Alors, je fais une petite précision quand même, parce que je crois que je ne l'ai pas dit quand on a parlé de l'importance des fonds propres. Je vous ai dit, le principe, c'est que dans les sociétés d'exercice libéral, donc CELAS ou CELAL, pardon, les fonds propres sont capés. Ce que je ne vous ai pas dit, et c'est une erreur de ma part, c'est qu'en réalité, les fonds propres, la loi, le décret en l'occurrence, dit qu'ils sont capés, mais à aucun moment, le décret n'indique une sanction. Il n'y a pas de sanction. Donc, c'est une règle qui existe, mais il n'y a pas de sanction. Ensuite, est-ce que le nombre de gérants, de mandataires sociaux peut être aussi important que vous voulez? Eh bien, si vous voulez qu'il soit hyper important, parce que vous voulez, je sais pas, une sorte de call-cause, eh bien, vous pourrez le faire qu'en CELARL ou en SARL ou en harpie. Ensuite, est-ce que la dépatrimonialisation, je vous ai dit, est-ce que vous voulez vraiment avoir une valorisation de société qui soit très maîtrisée parce que vous voulez fluidifier l'entrée et la sortie des associés et donc vous vouliez en gros que ce soit le plus faible possible? Ça, c'est la dépatrimonialisation et vous allez l'avoir que dans les CELARL, les CELARL, les CELAS, donc je vous ai dit en fait les CEL, puisqu'elle n'existe que dans la loi pour les CEL, et les harpies, parce que par principe, vous savez, la harpie, vous allez mettre à disposition votre clientèle, donc de fait, elle n'est pas patrimonialisée, l'harpie. Ensuite, je vous ai dit, est-ce que vous êtes sensible à la responsabilité du dirigeant ou de l'associé aux dettes sociales? Si vous êtes sensible à ça, vous ne pourrez prendre que des sociétés de capitaux et pas la harpie. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que le régime de votre rémunération soit clarifié, inscrit dans le marbre ou pas? Et dans cette hypothèse-là, vous allez pouvoir prendre que la CELARL ou la SARL, puisqu'en fait, vous serez rémunéré en tant que gérant, et la harpie, puisque la harpie, sous réserve que vous la mettiez évidemment à l'IR, elle sera fiscalement transparente et donc votre rémunération, votre quote-part de résultat, pour être plus exact, sera imposée selon votre imposition à vous. C'est-à-dire, si vous étiez en BNC, ça sera du BNC. Si vous étiez en CELARL, ça sera de la CELARL, etc. Et ensuite, dernière chose, est-ce que pour vous, c'est important de mettre en place une activité commerciale accessoire? Si c'est important, vous ne pourrez pas utiliser l'harpie. Et vous avez vu sur la droite, on vous a dit, est-ce que c'est… Vous pouvez reprendre ce tableau-là et vous allez mettre des petites croix en disant, ça c'est important pour mon projet, ça c'est pas important pour mon projet, ça c'est important pour mon projet, ça l'est pas. Et nous, on vous a mis, vous voyez, des petits cas pratiques, vous voyez. Donc, on vous a mis des 1, 2. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, les cas pratiques, c'est cela. Et ensuite, on a repris les critères. En fait, on a pris les critères qui étaient importants pour nous si je me mettais dans le cas numéro 1 ou si je me mets dans le cas numéro 2. Dans le cas numéro 1, c'est Chloé qui développe une activité qui est tournée autour des crypto-monnaies. Elle n'a aucune envie de s'associer. On vous a dit qu'elle a besoin de personne en Harley-Davidson. C'est une bonne blague. Et donc, du coup, on a repris les critères qui étaient importants pour Chloé dans la mesure où elle a décidé, elle, d'être seule. Elle est claire avec son projet. En gros, c'est un projet individuel. Elle est sensible à la dépatrimonialisation parce qu'elle préfère, elle, que ce soit dépatrimonialisé pour un certain nombre de raisons. Elle est évidemment sensible à la responsabilité aux dettes sociales. Et comme
elle n'a pas de problématique de gouvernance. Globalement, c'est sûr que pour elle, c'est important d'avoir un régime fiscal qui est clarifié. Donc, si je mets bout à bout tous ces critères-là et que je reprends les petits checks qu'on vous a mis tout à l'heure, ben, la société la meilleure pour Chloé, ça va être la CELAR. Et donc, c'est un exercice que vous allez pouvoir faire vous aussi et qui est important de faire parce que ça va vous aider. Si vous voulez, notre idée, c'était d'un peu de rendre objectifs les critères, vous voyez. Et donc, dans le cas numéro 2, on a Julien, Nathan et Sophia qui, eux, ont développé une activité vraiment très particulière autour du droit du travail. Et ils ont mis du détachement de collaborateurs, ils veulent faire une activité commerciale accessoire pour faire un cabinet de recrutement. Leur idée, c'est d'intéresser leurs collaborateurs et ensuite de les faire passer associés. Donc, globalement, pour eux, l'entrée et la sortie des associés, c'est un truc hyper important. Donc là, on a plus de critères. Leur projet, il est collectif. Okay, ils ont une importance de fonds propres potentiellement. Okay, ensuite, ils ont besoin d'un pacte d'associés a priori qui est assez rigoureux. Ils ont un nombre de gérants. Alors, et c'est là où ça va être important que vous choisissiez bien vos critères. Parce que vous voyez, vous allez comprendre après, une fois qu'on va faire le total, qu'il y a des critères qui font basculer. Nous, dans notre hypothèse, ils sont d'accord avec le fait que, ils veulent avoir une gouvernance qui est assez large. Vous voyez, ils veulent tous les trois être associés. Ils veulent tous les trois être associés. Ils veulent tous les trois avoir leur mot à dire. Et ça, c'est assez fréquent. C'est très fréquent dans les cabinets d'avocats. Et donc, ce critère du nombre de gérants, c'est un critère qui va faire basculer la société, la forme sociale d'une à une autre. Vous allez comprendre. Ensuite, il y a la dépatrimonialisation. Évidemment, c'est des gens qui veulent faire rentrer et sortir des associés. Donc, globalement, pour eux, le fait que la valorisation de la clientèle soit faible, voire inexistante, pour pouvoir avoir des parts sociales ou des actions qui sont très peu chères, c'est essentiel. Ensuite, ils sont évidemment sensibles à la responsabilité aux dettes sociales, mais ils pourraient n'en avoir rien à faire finalement. Ils pourraient aussi n'en avoir rien à faire d'un régime fiscal clarifié. Nous, si vous voulez, et c'est pour ça que c'est important, donc on vous a fait ce tableau-là, mais en fait, si vous vouliez être encore plus précis, il faudrait pondérer ces critères. En gros, si pour vous, c'est plus important d'avoir un pacte social hyper rigoureux parce que vous voulez absolument avoir des actions de préférence qui sont mises à certaines choses, que vous voulez avoir des droits politiques différents, que vous voulez avoir des vétos différents, il faudra que vous pondériez ce tableau-là en disant, pour moi, ça, c'est plus important. Donc, par exemple, je ne mets pas un check, je lui mets 2 checks. Et donc, ça va pondérer votre histoire parce que là, à la fin de notre cas, les choses qui seront les plus adaptées à la situation, ça sera la CELAR, la SARL et l'ARPI. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la CELA, c'est la SAS? Parce qu'on a utilisé des critères qui n'étaient pas pondérés. Mais si quelqu'un venait me voir en me disant « moi, je veux un truc vraiment hyper précis », et pour moi, en fait, quand vous me donnez tous ces critères-là, en gros, ce que moi, je choisis en dernier, le plus important pour moi, c'est le pacte, et on va faire une CELAS ou une SAS. Et c'est le moment où nous, on arrête l'enregistrement, donc on dit au revoir à ceux qui nous ont regardés. Et pour le reste, on va prendre les questions parce que c'est quand même